7h42, bonjour Joseph Stiglitz, vous êtes prix Nobel d'économie, ancien économiste en chef de la Banque mondiale. Vous vous intéressez notamment aux causes et aux conséquences des inégalités. Vous publiez une charge sévère contre le capitalisme, peuple, pouvoir et profit aux éditions des Liens qui libèrent. Mais avant d'évoquer la situation économique mondiale, une réaction à ce que vient de dire Benoît Bouscarel à la manière dont se profile l'élection présidentielle américaine. À l'évidence, c'est très inquiétant, mais c'est très peu surprenant. Le président Trump a été à la limite de l'égalité. Voici un autre exemple being at the edge. He does not understand the rule of law, Il ne comprend pas la règle de la loi. limits on the president, the role of the bureaucracy, Le rôle du président, les limites du président, le rôle de la bureaucratie, le concept de vérité. Il croit que le président ne doit pas être limité, qu'il peut faire exactement ce qu'il veut. Et de différentes manières, c'est lié à un des thèmes de mon livre. Le titre du livre, c'est « Peuple, pouvoir et profit ». Et les raisons pour lesquelles notre niveau de vie est plus élevé que ça l'était il y a 250 ans, tellement plus, c'est en raison de deux idées qui ont à voir avec l'ère des Lumières. La première, c'est la science, la façon dont on peut découvrir l'univers. Mais le second point, c'est l'organisation. Comment est-ce que des gens très nombreux peuvent travailler ensemble? Et cela exige un état de droit, la démocratie, un équilibre des pouvoirs. Et ce sont des choses que Trump ne comprend absolument pas. Est-ce que Donald Trump peut perdre la prochaine élection présidentielle? I think it is more than likely he will lose. C'est plus que probable qu'il perde, mais ce n'est pas une certitude. C'est un risque pour notre démocratie. Moi, je dis que c'est un risque aussi pour notre économie. Je crois que c'est un risque aussi pour la société mondiale. Le livre que vous publiez, Joseph Stiglitz, est très engagé. Vous allez vous engager personnellement dans la campagne présidentielle américaine. Vous avez un candidat, j'imagine, du côté démocrate. C'est un secret de polichinelle. J'ai beaucoup de candidats préférés. J'ai travaillé avec un certain nombre d'entre eux. Je pousse ce qu'on pourrait appeler l'ordre du jour progressiste du capitalisme. La bonne nouvelle, une bonne nouvelle si on veut dire, c'est qu'il y a un soutien croissant pour la réforme de l'économie de marché, la réforme du capitalisme. Il y a quelques semaines, tous les dirigeants des grandes entreprises américaines ont dit qu'il faut abandonner le capitalisme des actionnaires. Le capitalisme où l'entreprise ne travaille que pour le bénéfice de l'actionnaire. Il faut avoir le capitalisme des parties prenantes et reconnaître que le capitalisme a besoin de servir tous les membres de la société. Dans votre critique contre le capitalisme actuel, il y a beaucoup de mots d'ordre qui sont communs aux différents candidats aujourd'hui à l'investiture démocrate. Certains se réclament du socialisme, d'autres sont plus modérés. On est en France, Joseph Stiglitz, vous êtes loin des États-Unis, vous pouvez nous dire lequel de ces candidats vous paraît le plus capable et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les États-Unis aillent mieux, puisque vous évoquez une situation de terrible inégalité dans votre ouvrage Peuple, pouvoir et profit? Le vocabulaire, les mots qu'on utilise aux États-Unis sont différents de ceux que vous utilisez en France, par exemple. Ce que Bernie Sanders, quand il s'appelle un socialiste démocrate, vous appelleriez ça un sociodémocrate extrêmement conservateur. Tous les candidats
sont en faveur d'une économie de marché, d'une version du capitalisme. Trump appellerait tout cela des socialistes. C'est-à-dire, ils sont tous comme Maduro, comme Staline ou Hugo Chavez. Mais il n'a aucune idée de ce qu'est le socialisme. Il n'a aucune idée de ce qu'est la social-démocratie. C'est vraiment des termes de campagne. Mais il y a une différence au sein du Parti démocrate entre l'aile progressiste, des gens comme Warren, Sanders, et des gens un peu plus conservateurs. Je pense qu'il est très clair qu'il y aura quelqu'un de progressiste du côté gauche, de l'aile gauche du Parti démocrate. Les gens parlent de Joe Biden en étant modéré. Mais il y a 12 ans, il était considéré comme étant sur l'aile gauche du Parti démocrate. Et aujourd'hui, il est du côté des modérés. Mais il reste quand même progressiste. Donc on peut être certain que nous aurons un candidat progressiste. Vous revenez sur la manière dont les États-Unis ont progressivement laissé se développer de nombreuses inégalités. Vous accusez notamment largement Reagan, sa politique, son administration. Joseph Stiglitz, quelles sont les conséquences aujourd'hui de Donald Trump? Parce que finalement, sa politique est différente de celle de Ronald Reagan. Elle continue dans la tradition de Reagan, mais c'est nettement pire. Reagan a dit, si vous enlevez les réglementations, si vous diminuez les impôts au haut de l'échelle sociale, il y aura peut-être plus d'inégalités, mais vous aurez de la croissance. Et la croissance bénéficiera aux classes moyennes et aux classes inférieures. Donc ils iront beaucoup mieux que sous le régime précédent. Mais ça ne s'est pas produit. Au cours des 40 dernières années, nous sommes dans une expérience néolibérale, si on peut l'appeler comme ça, et le résultat, c'est qu'il y a une stagnation pour les 90% en bas de l'échelle, et toute la croissance est allée au 1% au sommet. Mais Trump a fait empirer les choses. Par exemple, les lois sur les impôts qu'il a passées en 2017 a accru les impôts sur la majorité des gens sur le deuxième et troisième quintile, c'est-à-dire les gens qui sont les plus pauvres. L'Amérique a vu un déclin de son expérience de vie, par exemple, la durée de la vie. Notre espérance de vie a baissé de beaucoup. Et 30 millions d'Américains vont se retrouver sans assurance santé. Donc il rend les choses pires pour l'Américain moyen. Bon, ça c'est un volet de sa politique. L'autre volet a consisté à augmenter les droits de douane, à assumer une part de protectionnisme. Vous en pensez quoi, Joseph Stiglitz? Ça, c'était une politique qui était jadis défendue par la gauche. Non. Sa politique est protectionniste. Et elle tente de faire remonter l'histoire dans l'autre sens. Et on ne peut pas revenir au monde des années 1950-1960. On ne peut pas réindustrialiser les États-Unis. Je vais vous donner un seul exemple. Il faut réagir au changement climatique. Il veut faire revenir les mines de charbon. On a beaucoup plus d'emplois dans l'installation des panneaux solaires, 3 à 5 fois plus de personnes. Et il n'y a que 50 000 personnes qui travaillent dans l'industrie du charbon, sur 50 millions qui sont en train de travailler dans le charbon. Nous avons 7 fois plus de gens qui sont dans le sport professionnel plutôt que dans les mines de charbon. Mais lui veut faire revenir l'industrie du charbon. Mais ça ne va pas se faire.
Et donc, son esprit est totalement concentré sur la restauration de la position politique de l'Amérique telle que dans les années 1950 et l'économie telle que dans les années 1960. Et les gens qui vont en souffrir le plus sont les gens dont il dit s'occuper, mais en fait, il se fiche d'eux. Quelles vont être les conséquences de cette politique? Alors, évidemment, l'augmentation des inégalités, vous l'avez dit, le fait que le sort des plus pauvres ne va pas s'améliorer, ça c'est le moins qu'on puisse dire, mais pour le reste, à l'échelle des États-Unis puis du monde, quelles vont être les conséquences? Il y aura de plus en plus d'inégalités. Les gens qui bénéficient le plus de sa politique sont ceux qui sont tout à fait au sommet de l'échelle sociale. Un exemple de l'utilisation du langage, il a créé, par exemple, cette question des occasions, des zones d'opportunité. Elle devait donner plus d'opportunités économiques aux pauvres. Mais ce que cela a fait en réalité, c'est que ça a été fait et établi dans ces parties des villes où ils vont expulser les pauvres de leur domicile, de leur maison, pour redévelopper la ville. Mais en fait, ils vont construire des nouveaux appartements de luxe et le bien-être des pauvres, eh bien, il va être diminué encore. Et les profits des gens qui s'occupent d'immobilier vont véritablement exploser. C'est simplement un exemple de la façon dont il utilise un langage pour prétendre d'aider les pauvres, mais en fait, il va beaucoup aider les riches. Et dans le même temps, il va détruire l'économie. Aucune économie ne peut s'enrichir sur le développement de l'immobilier. Non, une économie s'enrichit si on développe la recherche et le développement, si on développe l'activité économique. Et les États-Unis seront probablement le premier État au monde à mettre des impôts sur les universités qui réussissent le mieux. Par exemple, en fait, ce sont ces grandes universités qui payent des impôts sur le revenu, qui payent des impôts au gouvernement. Mais elles sont formidablement riches, ces universités. They are wealthy, mais but oui, they spend their money. Mais elles dépensent leur argent sur la recherche, à distribuer des bourses pour les étudiants les plus pauvres ou des classes moyennes. C'est pas comme s'ils faisaient de l'argent qu'ils redistribuaient en dividendes aux propriétaires. Ce sont des fondations à but non lucratif qui travaillent pour le bénéfice de la société au sens le plus large. Le protectionnisme tel qu'il est défendu par Donald Trump et les tendances générales au niveau du commerce mondial, est-ce que tout ceci vous rend pessimiste sur le futur du monde, Joseph Stiglitz, vous qui êtes prix Nobel d'économie? I'm hopeful that we'll be able to turn the tide. J'espère qu'on pourra renverser la vapeur parce que il y a toujours un espoir quelque part, même au plus sombre. Les gens ne comprennent pas l'importance d'avoir une gouvernance mondiale, des règles générales du jeu. Moi, j'ai critiqué de façon extrêmement dure l'Organisation mondiale du commerce en disant que les règles n'étaient pas équitables pour les pays en développement. Mais on comprend aujourd'hui qu'il vaut mieux avoir quelques règles que pas de règles du tout. Et la loi de la jungle, ça ne fonctionnera pas pour qui que ce soit. C'est ce que Trump désire. Il veut que ceux qui ont plus de pouvoir puissent faire ce qu'ils veulent et que tous les autres, eh bien, se soumettent aux gens de pouvoir. Et ce n'est pas une façon dont les sociétés peuvent fonctionner. Mais avec la Chine, alors, comment cela pourrait-il fonctionner ? Il faudra avoir une nouvelle relation avec la Chine. Il y a 20 ans, Francis Fukuyama a écrit un livre qui a eu beaucoup d'influence, c'est
qui s'était intitulé « La fin de l'histoire ». On croyait qu'avec la fin du rideau de fer, l'effondrement de l'Empire soviétique, nous convergerions tous vers des démocraties libérales et une économie de marché. Nous savons désormais que ça ne se produira pas. L'espoir, c'est que le commerce avec la Chine transformerait la Chine en économie de marché démocratique. Ça pourrait se faire, mais ça ne se produira pas très rapidement. Nous avons des problèmes avec l'intelligence artificielle et d'autres nouvelles technologies qui ont la capacité de récupérer des données qui n'ont aucun sens de ce qu'est la vie privée. Les gens en Occident et en Europe sont très sensibles à ce genre de sujet. Il faut réfléchir à la façon dont on peut avoir de la concurrence équitable entre pays qui appliquent des règles différentes. Et c'est plus compliqué que le monde dans lequel nous étions précédemment. Mais, en dépit de cela, je crois qu'il y a de la place pour pouvoir améliorer le commerce. Et il vaut mieux travailler ensemble pour résoudre des problèmes, comme par exemple la Corée du Nord, et d'autres problèmes tels que le changement climatique, plutôt que d'être véritablement dans une atmosphère totalement concurrentielle. On reparlera de la question du changement climatique avec vous, Joseph Stiglitz, puisque vous êtes particulièrement intéressé à cette question. Mais un économiste comme vous peut-il imaginer que le commerce mondial soit réorganisé, qu'il y ait finalement une fin de la division internationale du travail et qu'on relocalise un certain nombre d'activités? Est-ce que ça, c'est possible? Ou bien s'agit-il d'une utopie, de quelque chose qui est aujourd'hui un but absolument inaccessible? No, I think we can get a new global economic order. Je crois qu'il peut y avoir un nouvel ordre économique mondial. Une partie de ce nouvel ordre économique mondial serait une économie verte. Et une partie de cette économie verte, c'est que dans la transition, au cours des 20-30 prochaines années, nous allons créer énormément d'emplois pour réussir cette transition. Et une partie de cette transition va mener à plus de prospérité à tous les pays du monde. Un des problèmes principaux, c'est avons-nous les ressources pour effectuer cette transition? Et je vais essayer d'expliquer comment nous pouvons le faire. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, Peuple, pouvoir et profit, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions des Liens qui libèrent. On se retrouve dans quelques instants pour évoquer d'autres sujets qui vous intéressent, comme par exemple le changement climatique. Qu'est-ce qu'un économiste a à dire à ce sujet alors que s'ouvre 8h21? Nous retrouvons notre invité Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie. Vous publiez Peuple, pouvoir et profit aux éditions des Liens qui libèrent et vous êtes ici même traduit par Maître Zlotowski. Joseph Stiglitz, vous êtes également membre du One Planet Summit, le think tank qui conseille Emmanuel Macron notamment sur le climat. Quel est votre point de vue sur ce qui est en train de se dérouler aujourd'hui même à l'ONU? C'est une réunion extrêmement importante pour attirer l'attention du monde sur la crise à laquelle nous faisons face. Le changement climatique. Je vais le mettre dans un contexte un petit peu plus large. Un des points principaux de mon livre, c'est de dire que le capitalisme sans frein ne fonctionne pas. Ça mène à des inégalités extraordinaires. Seulement quelques personnes en profitent. Et sans gouvernement, il n'y aurait pas d'innovation. Parce que l'innovation est fondée sur la recherche fondamentale. Et
Il y a aussi des catastrophes réelles, et une de ces catastrophes, c'est le changement climatique. Les marchés s'en fichent des conséquences environnementales de la pollution, par exemple. Et c'est la raison pour laquelle on a besoin d'un rôle important des gouvernements. Mais le changement climatique est différent de tous les autres problèmes de l'économie, parce que c'est un problème mondial. Le carbone ne sait pas qu'il est américain ou qu'il est français. Et le CO2, le dioxyde de carbone, pénètre l'atmosphère absolument partout. Et à moins de s'en occuper au niveau mondial, on ne sera pas capable vraiment de le maîtriser. Et c'est de cela que parle cette réunion à New York. C'est accroître les décisions mondiales. Nous n'avons qu'une seule planète à partager et on ne pourra s'en occuper qu'au niveau mondial. Qu'est-ce qu'un économiste a de particulier à dire à ce sujet, Joseph Stiglitz? Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'économie, puisque c'est a priori une manière de polluer et de saccager une planète qui, en tant que telle, n'appartient à personne? Est-ce que c'est ça le problème? It is, we call it the tragedy of the commons. We share. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la tragédie des communs. Nous partageons tout, mais nous partageons la même atmosphère aussi. Mais aucun d'entre nous n'en prend la responsabilité. Et c'est un exemple véritablement où Marx, ça ne fonctionne pas. Et pourquoi est-ce qu'il y a un besoin de coopération? Et pourquoi il y a un besoin de réglementation mondiale de tous les gouvernements? Certaines personnes pensent que faire quelque chose en faveur de l'économie mondiale, mettre des réglementations, ça sera mauvais pour l'économie. Non, moi je crois l'inverse. Ça sera bon pour l'économie. Le fait, nous allons payer d'une manière ou d'une autre en raison du changement climatique. Et ce que je vois, par exemple, les États-Unis ont perdu 2% du PIB, plus de 2 milliards de dollars, en raison de catastrophes écologiques, des cyclones, des feux, des inondations. On va payer pour le changement climatique. La question, c'est: est-ce qu'il faudrait avoir des actions en prévention de ces désastres, ou est-ce qu'il faut agir après les fêtes? Mais on ne peut pas se permettre de nettoyer après les dégâts. On n'a pas le choix. Il faut s'en occuper de façon préventive, avant que les catastrophes n'arrivent. Mais les investissements dont nous aurons besoin pour arriver à cette transition verte seront un stimulant extraordinaire pour nos économies. En fait, on va créer des emplois. On va créer une nouvelle économie qui sera, je le pense, une économie beaucoup plus prospère. Frédéric Seyss. Oui, une question à propos de la réversibilité des dégâts que nous causons à l'environnement. On entend souvent, c'est peut-être un cliché, que les Américains sont traditionnellement plus optimistes et que finalement l'innovation, et donc en un sens le capitalisme, pourrait venir nous sauver des dérèglements irréversibles. Qu'en pensez-vous? The fundamental les faits fondamentaux, c'est de la physique pure. C'est plus cher de décarboniser et les autres gaz à effet de serre de l'atmosphère que de les produire. Nous savons, quels que soient les événements et quelles que soient les avancées de la science, ça sera toujours plus difficile de décarboniser que de relâcher du carbone. Mais c'est tellement moins cher. Mais bon, ça sera quand même cher. Donc peut-être que nous allons pouvoir survivre aux États-Unis et ailleurs. Mais c'est tellement plus sensé de prendre des actions préventives, de ne pas relâcher de dioxyde de carbone et tous les autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère.
Nous pouvons diriger nos sociétés, notre économie, de façon neutre en carbone. Nous avons produit tellement d'avancées dans les énergies renouvelables, dans la conservation de l'énergie, que c'est faisable sur le plan économique. Bien sûr, il faudra investir, changer, passer de la génération d'électricité par le charbon à autre chose, par les énergies renouvelables. Mais tout ça va stimuler l'économie. Et les recherches que nous devrons faire pour avoir une économie plus viable, ce sera un énorme stimulant pour la science et pour notre économie. Mais vous pensez que les Américains y sont prêts? Joseph Stiglitz, je voyais par exemple que 70% des voitures qui sont vendues aujourd'hui aux États-Unis sont des SUV et des pick-up. Pensez-vous que vos compatriotes soient prêts à un mode de vie plus frugal? Je pense qu'il va devoir y avoir quelques changements dans les états d'esprit. Disons-le ainsi. Après que le président Trump ait annoncé son départ de l'accord de Paris, il y a eu une réaction très forte dans beaucoup d'endroits du pays, sur la côte Est, la côte Ouest, New York, Californie. Et ils ont redoublé d'efforts pour traiter du problème du réchauffement climatique. Parmi nos citoyens les plus riches, on dit qu'ils allaient remplacer le gouvernement pour financer les programmes. Parmi nos plus jeunes, il y a, je dirais, un soutien total. Oui, nous avons un problème avec Donald Trump. Mais on a un problème avec Donald Trump dans ce qui est notre démocratie, notre économie, notre environnement. Et tout ça, ce sont les raisons pour lesquelles il faut se débarrasser de Donald Trump. Et c'est important pour les États-Unis et important pour le monde. Bon, la prochaine élection le dira, mais si Donald Trump est toujours là, ou en tout cas si la situation politique ne subit pas de changement véritable, qu'est-ce que vous pouvez imaginer par ailleurs? Est-ce qu'il faudrait, par exemple, Joseph Stiglitz, faire une évolution profonde sur le prix de la tonne de carbone? Est-ce qu'il y aurait là des solutions? Est-ce qu'il faut tenter une autre forme de gouvernance pour faire en sorte que le climat soit pris en charge véritablement par la communauté internationale? La communauté internationale devra prendre cela en compte. Le chef de la nouvelle Commission européenne, cette nouvelle plateforme, a dit qu'il doit y avoir des impôts transfrontaliers. Dans mon livre, je parle de l'importance de reformuler la mondialisation, et c'est-à-dire mettre des impôts transfrontières. Vous ne pouvez pas permettre à un pays, même si c'est un grand pays, de détruire le monde. La persuasion a été tentée, l'accord de Paris a été un accord volontaire, mais là, il faut qu'il y ait des pressions sociales pour que chacun accomplisse sa part. Et si les États-Unis refusent, je crois qu'on en est au point où il appartient au reste du monde de dire « Nous ne vous permettrons pas d'exporter vos produits et de détruire le monde. Vous devez en payer le prix. » Je crois que ça va aider à changer l'état d'esprit aux États-Unis. Parce qu'ils se rendront compte aux États-Unis qu'ils ne peuvent pas en profiter ainsi librement. Mais j'espère qu'on n'y arrivera pas à ça, parce que j'espère qu'il y aura un nouveau président en 2020.
8h32 sur France Culture, nous continuons d'évoquer différents fléaux avec vous. Joseph Stiglitz, vous êtes prix Nobel d'économie, vous publiez Peuple, pouvoir et profit aux éditions des Liens qui libèrent. Ça fait très longtemps que vous tirez la sonnette d'alarme sur les inégalités et leur caractère absolument inacceptable. Ces inégalités, elles sont notamment le fruit d'un partage des richesses fondé sur la finance. Et là aussi, on ne voit pas tellement de changements opérés aux États-Unis, ni même ailleurs dans le monde. Comment peut-on imaginer, dans ces conditions, lutter contre ces inégalités ? One aspect of inequality that I emphasize in my book. Un des aspects des inégalités qui est souligné dans mon livre, c'est le rôle des pouvoirs monopolistiques. Les entreprises ont de plus en plus de pouvoir et les travailleurs ont de moins en moins de pouvoir. Et les conséquences inévitables, c'est la croissance de ces inégalités. Mais ça signifie également que la croissance économique se ralentit, l'économie est déformée, les ressources ne sont pas allouées de façon efficace, tout le monde en souffre. La bonne nouvelle aux États-Unis, c'est qu'il y a une croissance importante du ressentiment contre ces pouvoirs monopolistiques. La France a mené la voie avec ses impôts sur les GAFA, Google, Amazon, mais ça reflète un débat extrêmement intense aux États-Unis. Plusieurs candidats aux États-Unis à la présidence, Elizabeth, a aussi exprimé pour taxer ces entreprises et briser les monopoles. Donc je crois qu'il y a une compréhension accrue du fait qu'il faut à nouveau faire ce que nous avons fait il y a plus d'un siècle, quand on a brisé les grands monopoles du pétrole, de l'acier et les autres. Nous sommes à une époque différente, ce sont des monopoles différents, ce sont des monopoles de genres différents, mais dans mon livre, j'essaie d'expliquer comment nous avons les outils pour traiter aujourd'hui de ces nouvelles catégories de pouvoir de marché. Mais indépendamment des monopoles, Joseph Stiglitz, vous l'évoquiez d'ailleurs il y a quelques instants, il y a deux manières de devenir très riche, c'est-à-dire de rentrer dans le club des 1%. C'est tout d'abord la finance, par exemple, avoir un fonds d'investissement ou bien être dans l'immobilier. Et vous l'avez évoqué, il y a aujourd'hui une augmentation telle des prix de l'immobilier qu'on peut parler de bulles ou en tout cas de moyens de s'enrichir très fortement. Comment lutter contre cela ? Et comment faire en sorte que le travailleur qui n'a que ses bras, que sa force de travail, puisse être dans un rapport commensurable avec les fortunes qui sont créées de cette manière-là ? Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'il y a deux façons de devenir riche, effectivement. La première, c'est d'accroître la taille du gâteau économique. Et l'autre façon, c'est d'essayer d'acquérir de la richesse des autres. Ce sont la recherche de la rente, les gens qui exploitent les autres d'une manière ou d'une autre, qui prennent avantage des vulnérabilités, de l'ignorance, des asymétries de l'information, prendre avantage du pouvoir des marchés. Et ce que j'essaye de faire dans le livre, c'est d'expliquer comment nous pouvons réguler, réglementer par des programmes gouvernementaux, changer la nature du capitalisme pour nous assurer que plus d'entre nous, plus du capitalisme soit dédié à la création de valeur et moins du genre exploitation. Ça exige des réglementations, ça exige d'autres actions gouvernementales. Ça ne se produira pas de soi-même, mais je suis très convaincu que nous pouvons le faire. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Alors justement, dans Peuple, pouvoir et profit, vous expliquez à quel point cette situation est critiquable, mauvaise pour la totalité de la société, mais
quand un gestionnaire de fonds touche plusieurs millions de dollars par an, tandis que de l'autre côté de la chaîne, un ouvrier voit son salaire porté à 10 dollars de l'heure et on considère qu'il s'agit d'une victoire, comment vous faites? Est-ce que la fiscalité est un moyen de rétablir l'équilibre? Parce que alors, là, on ne voit pas du tout quel type de fiscalité pourrait être retenu. I try to explain that there are actually a whole panoply of tools that J'essaie d'expliquer qu'il y a une panoplie entière d'outils. Oui, effectivement. Les impôts. Les impôts sur les transactions financières. Mais aussi, il faut changer les règles fondamentales. Les règles qui ont permis au secteur financier d'exploiter d'autres personnes, qui permettent au secteur financier de s'engager dans des affaires immobilières qui ont mené à la crise de 2008, par exemple. Des règles qui permettent les manipulations de marché, telles que celles faites par les banques sur le marché des devises. Les règles qui permettent aux banques, en Amérique en tout cas, de faire de la discrimination ethnique et raciale aux États-Unis. Il faut changer ces règles. Et il faut changer également le système d'imposition quand elles abusent de leur pouvoir et quand elles permettent ces excès de richesse. Et il faut croiser cela et de les revoir au bénéfice du public. Il faut que ces impôts découragent ce genre d'activité nuisible. Un économiste français, Thomas Piketty, propose de créer une propriété temporaire. Autrement dit, de limiter dans le temps la propriété d'un bien par un individu. Qu'est-ce que vous en pensez, Joseph Stiglitz? Well, I think that there are probably broader regulations that would be more effective. Je crois que des règles de taxation, d'imposition financière seraient meilleures. Une des choses qui est discutée aujourd'hui aux États-Unis et dont je parle dans mon livre, c'est de changer les règles fondamentales de l'économie de marché, de ce qui s'appelle par exemple l'actionnariat, le capitalisme de l'actionnariat, c'est-à-dire que l'entreprise travaille à améliorer la part de l'actionnaire vers un capitalisme avec une responsabilité plus élargie. Pas simplement une responsabilité vis-à-vis de l'actionnaire, mais vis-à-vis de la communauté au sein desquelles ces entreprises fonctionnent, vis-à-vis du client. Et je crois que ce capitalisme partagé, ce serait une occasion de prendre l'énergie du capitalisme, mais que le résultat soit le bien-être de la société plutôt que le bien-être de ce très petit nombre de personnes en haut de l'échelle. Alors justement, parmi les propositions de Thomas Piketty, il y a la possibilité de réduire la part des actionnaires, des gros actionnaires dans une société, c'est-à-dire qu'il serait par exemple compliqué pour un gros actionnaire, pour les gros actionnaires, d'avoir plus de 10% du capital d'une société. Le reste devrait être détenu par les salariés, par exemple. Là aussi, qu'est-ce que vous en pensez, Joseph Stiglitz? Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que c'est possible d'aboutir à ce système-là? Si ce règlement particulier est possible, bon, c'est une question qui se pose. Mais l'idée d'avoir plus d'actionnariat ouvrier, c'est juste. Nous travaillons au Parti démocrate aux États-Unis pour mettre en place ou concevoir des réglementations qui encourageraient l'actionnariat ouvrier ou des employés, pour que les gens ne travaillent pas seulement pour les actionnaires, mais aussi en faveur de la communauté au sein desquelles ces entreprises fonctionnent. Mais justement, dans la situation actuelle des choses, il y a probablement
un grand nombre d'aménagements à faire pour lutter contre les inégalités que vous dénoncez, Joseph Stiglitz, dans votre livre Peuple, pouvoir et profit aux éditions des Liens qui libèrent. Mais il y a aussi beaucoup de scepticisme vis-à-vis des économistes, y compris d'ailleurs dans votre pays, aux États-Unis. Il y a de plus en plus de discours qui disent, voilà, finalement, pourquoi écouterait-on ces gens qui se sont tant trompés? Qu'est-ce que vous en pensez, Joseph Stiglitz? Well, the group of economists who I think have erred for so long. Le groupe d'économistes qui se sont tellement trompés sont ceux de la droite. C'est les économistes conservateurs. Vous savez, dans les années 80, 1980, aux États-Unis, il y a eu une expérience qu'on a appelée les Reaganomics, avec ces expériences libérales. Vous avez commencé avec ça en Europe, avec Margaret Thatcher, et en France, il y a eu une version de ces expériences-là. Et maintenant, nous avons 40 ans de recul sur ces expériences. Ça n'a pas fonctionné. La croissance s'est ralentie par rapport aux années précédentes après la Seconde Guerre mondiale. Et si croissance il y a eu, elle est allée simplement vers les gens les plus riches. Les autres n'en ont pas bénéficié. Après 40 ans, nous pouvons dire que cette expérience du néolibéralisme devrait être déclarée terminée. C'était un échec, un échec. Et maintenant, il faut considérer de nouveaux modèles économiques. Et ce que j'essaie de décrire dans mon livre, il y a de nouveaux modèles économiques, il y en a d'autres basés sur l'avancée des recherches en économie et en sciences et des idées qui ont fonctionné au cours des 250 dernières années aussi, qui peuvent créer un capitalisme réussi. Mais ce que l'on pourrait vous rétorquer, Joseph Stiglitz, c'est que les économistes de gauche, à commencer par Schumpeter par exemple, qui prédisent la fin du capitalisme, se sont aussi lourdement trompés. Le capitalisme est toujours là. Alors, il se pourrait qu'il ne profite qu'à une classe, mais il est en tout cas, semble-t-il, très en forme. La question qui se pose, c'est dans quelle société nous vivons? Et est-ce que nos démocraties vont survivre? Aux États-Unis, nous nous posons ces questions sur la fin de la démocratie. Est-ce que la démocratie va survivre lorsqu'il y a un tel désespoir? Vous savez, l'espérance de vie aux États-Unis décline. La raison, c'est quoi? C'est des gens qui meurent de désespoir, des gens qui meurent en se suicidant par alcoolisme, par excès de drogue. Il y a une telle dislocation sociale, telle que celle qu'on a vue à la fin de l'Empire soviétique. Ça, c'est pas ça à quoi on aspire. Donc, je pense que nous n'avons pas le choix, mais de prendre en compte quelque chose de différent. On ne peut pas continuer dans la direction que nous avons prise au cours des 40 dernières années. Joseph Stiglitz, Peuple, pouvoir et profit, le capitalisme à l'heure de l'exaspération sociale aux éditions des Liens qui libèrent.